20h sur la télévision Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Un plaisir de vous retrouver tout de suite les titres de cette édition. Le pire évité de justesse au marché Santa Yalla situé au cœur de Dakar. Un incendie s'est emparé de l'infrastructure. Au total, 19 cantines détruites. Un sinistre que le sous-préfet de Dakar impute aux installations électriques faites dans l'anarchie la plus totale selon lui. Crainte et inquiétude à Ouakam depuis que la preuve de mouvement de terrain a été établie. Sur place, les habitants ne dorment plus du sommeil du juste et fustigent l'absence de plan urbanistique destiné à réglementer les constructions. Marche pour protester contre la violence en milieu scolaire, l'incivisme, la principale explication à cette forfaiture selon les enseignants, les parents d'élèves qui ont participé à cette procession. Et puis des investitures, objets de controverse constatées à l'échelle territoriale. À Matam, à Saint-Louis, à Ziguinchor, des querelles ont éclaté entre militants issus du même parti. Alors, des batailles légitimes ou alors tout simplement le signe d'un mauvais présage pour l'APR, élément de réponse dans ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Au total, 19 cantines détruites par un incendie d'une rare violence qui s'est déclaré ce matin au marché Santa Yalla, près du garage La Dior. De nombreux dégâts matériels sont constatés. Les causes du sinistre sont pour le moment inconnues, même si des installations clandestines en seraient à l'origine. Le point, c'est avec Fatimata Touré et Gervais Yao. Au marché Santa Yalla, près du garage de La Dior, les stigmates du sinistre sont toujours visibles. Un réveil brutal pour ces jeunes commerçants qui ont vu leurs marchandises consumées par les flammes. Ça fait vraiment mal. Je viens de commencer mon business et j'ai tout perdu. Je suis un jeune tailleur. J'ai fait un prêt à la banque pour pouvoir réaliser mon rêve. Mais hélas, Dieu l'a voulu autrement. On m'a prévenu à 6 h du matin qu'il y avait un incendie qui s'est déclaré au marché. Quand je suis arrivée, je voulais braver les flammes et ouvrir mon magasin. Mais hélas, c'était trop tard. L'incendie a tout emporté. Minimum, j'ai perdu 5 millions. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Malheureusement, les 19 cantines, la majorité, c'est des enfants de 19 ans à 25 ans qui viennent juste de commencer leur boulot. Et ils travaillent avec les banques et ils doivent rembourser leurs dû, les machines, les tissus. Tout ça, ils l'ont pris à la banque et ils doivent rembourser. Et c'est pour cela que j'ai mal, vraiment. Devant l'ampleur des dégâts, les victimes demandent un soutien des autorités. Nous demandons à l'État de nous aider. Nous sommes des jeunes qui avaient investi pour le développement de notre pays. Cet incendie a détruit tous nos rêves. Nous voulons seulement que les autorités réagissent. Nous avons tout perdu et c'est vraiment très dur pour nous, qui sommes des soutiens de famille. Pour l'heure, l'origine de l'incendie reste inconnue. Même si le camp pointe du doigt les branchements clandestins, une enquête est ouverte pour déterminer la cause. Venez de l'entendre, les raisons de ce sinistre méconnu par les pensionnaires du marché, mais bien clair pour le sous-préfet de Dakar. Selon Djibi Diallo, bien pas l'ombre d'un doute, ce sont bien les branchements clandestins et faits dans la plus grande illégalité qui sont la cause de cet incendie. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Fatimata Touré. Ce matin, on a été informé vers les coups de 8 h du matin d'un incendie qui s'est déclaré au niveau de marché Santa Yalla, près de la gare du garage La Dior, en face du tribunal régional de Dakar. Quand on a été informé, les sapeurs se sont vite déportés sur les lieux en rapport avec la présence de la police et notre présence pour en tout cas essayer de supporter le feu. Alors, n'y était la promptitude des sapeurs-pompiers, le pire allait être quand même aujourd'hui constaté. Cela pose la lancante question de l'occupation anarchique de l'espace public. Alors, nos marchés sont mal quand même aménagés. L'espace public est mal aménagé. Et ça, quand même, c'est une forme de discipline sociale qui est du ressort effectivement des collectivités territoriales et des citoyens. Donc, à chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça, nous avons toutes les difficultés du monde pour en tout cas secourir et sauver des vies humaines et des biens d'autrui.
Mais néanmoins, quand même, on a pu quand même arriver à bout des flammes. Nous quittons le marché Santa Yalla pour le marché Ndofane de Kaolack. Sur place, l'insalubrité est évoquée par les pensionnaires. Commerçants, pour la plupart, ils regrettent que les projets d'assainissement jadis initiés soient toujours en attente d'exécution. Ils interpellent les autorités. Ils se sont exprimés lors d'une visite du président de l'Alliance de Ndofane. Le point, c'est avec Pape Meidiao. Il est difficile de circuler dans le marché sans voir des ordures partout, des canalisations à ciel ouvert. À cela s'ajoutent les nombreux cas de vol dont sont victimes les commerçants. Cette situation inquiète les occupants. Marché bi nak bari na ay problème yu fi nek parce que yéen a ko gissal seen bopp mbalit mi. On rencontre beaucoup de difficultés dans le marché, les ordures sont presque partout. Les canalisations ne fonctionnent plus, nos mamans tombent fréquemment dans ces trous et se blessent. Il n'y a pas de sécurité, et les cas de vol sont très fréquents dans le marché. Insécurité bi tamit am pagaay fii nii marché bi 1 mois ci ginnaaw dajji nañ fi 6 places. Pourtant, pour toutes ces difficultés évoquées, des projets entièrement financés étaient en cours d'exécution selon le président de l'Alliance pour le développement de Ndofane. Mais ce n'est que des initiatives politiciennes entretenues par le maire qui est ici, donc qui a aujourd'hui quand même démontré ses limites. Donc nous exigeons vraiment qu'on nous fasse le bilan de ces recettes. Nous déplorons aussi les conditions dans lesquelles le foncier est traité ici et que nous déplorons aussi l'insécurité. Les occupants du marché de Ndofane menacent de sanctionner les personnes qu'ils accusent d'être responsables de leurs difficultés lors des locales à venir. Et pour être complet sur le sujet, sachez que les tentatives de notre reporter de joindre le maire en question en vue de recueillir sa version des faits sont restées vaines. L'inquiétude a gagné Ouakam depuis que des mouvements de terrain ont été visiblement constatés sur place. Interrogés sur ce phénomène, les riverains l'imputent aux constructions anarchiques qui piétinent, selon eux, les règles fondamentales de l'urbanisme. Les autorités sont naturellement interpellées pour y mettre un terme avant que l'irréparable ne s'y produise. Mamadou Fall. Le sol a tremblé à Ouakam, au niveau de la falaise à hauteur de la mosquée de la Divinité. Des fissures visibles font peur aux populations, surtout celles qui travaillent au quai de pêche. Des personnes pointent même du doigt les constructions d'immeubles. Bâtiment yi ñu fiy construire man à l'époque benn centre rek laa fi doon dégg muy centre de cancéro bi nekk fi nga xamantene. Nous pensons que ce sont ces bâtiments qui sont la cause. Le seul quand même utile pour les populations, c'est le centre de cancérologie, mais toutes les autres constructions n'ont aucune utilité. En tant que citoyen maa ngi koy ñaawlu. Xam nañ ne aussi foofu dafa bëri ay travaux yu fa gars yi def. Il y a des travaux sur le site et c'est cela qui a engendré ces fissures. Nous n'avons pas la certitude. Seuls les experts pourront nous éclairer. Mais nous avons quand même peur. Zone volcanique là. Ce mouvement de terrain sur la corniche ouest menace sérieusement leurs activités. Bii passé rek benn femme mu ngi fi ñëw di ma wax naan ma yëngu-yëngu mu ngi am si ginnaaw tunda wi fi. J'avais eu vent de ce mouvement de terrain. Nous avons tous peur et cela impacte sérieusement nos activités. Le pire n'est même pas à écarter. Ragal naa torop ragal naa fii 10 ans sax ay tolof-tolof yu bari di fi am ñu dimbali ñu ngir Yàlla. Pire, les pêcheurs ne savent plus à quel sein se vouer. Les constructions d'immeubles rendent la pêche difficile. Ils jettent tous leurs débris ici, ce qui nous impacte sérieusement et rend la pêche difficile. Il n'y a plus de poissons. D'ailleurs, les pêcheurs préfèrent quitter le Sénégal. Pour rappel, les Sénégalais ont eu écho de ce mouvement de terrain lundi dernier, ce qui pousse certains à tendre la main aux autorités pour parer à toute éventualité. Parlons à présent de cette procession pour lutter contre la violence en milieu scolaire. Élèves, enseignants et parents d'élèves ont marché pour dire non à la violence au sein de l'école. Une violence due entre autres à un manque notoire de civisme, à la démission de certains parents qui ne prennent plus le temps d'éduquer leurs enfants et enfin à la promiscuité constatée dans certaines écoles. C'est en tout cas la conviction des responsables de l'inspection d'académie de Dakar qui sont persuadés que les causes de cette violence sont extrascolaires. Le point, c'est avec Habib Faye et Alun Diagne qui ont pris part à leur marche. Certains ont opté de porter une tenue de sport et d'autres leurs uniformes pour marquer l'empreinte de leur établissement. La place de la nation a refusé du monde
Des drapés blancs en signe de paix, des pancartes à la main pour dénoncer la violence dans le milieu scolaire. Des centaines d'élèves de l'inspection d'académie de Dakar ont manifesté tout au long de l'allée du Centenaire. Conscient que le respect des valeurs du civisme, de solidarité et de citoyenneté est un moyen efficace de lutte contre la violence, réaffirmons notre engagement solennel et sans faille à ne plus recourir à la violence sous quelque forme qu'elle soit. Je pense que c'est pas normal que la violence est dans l'école parce que c'est pas normal parce qu'à l'école on est venu là-bas pour travailler, pour qu'ils nous apprennent des connaissances et tout. Pas qu'on subisse des violences et aussi on doit respecter les professeurs aussi. Ce qu'ils ne comprennent pas, en fait, les élèves nous croient comme des ennemis, alors qu'on est là pour eux, on est là pour donner une éducation, on est là pour donner des valeurs. Donc ils ne comprennent pas que le professeur il est là pour les aider à s'insérer dans la société, à pouvoir être autonome, à pouvoir se déplacer facilement dans la société. La violence à l'école se définit comme tout type de comportement non désiré, perçu comme étant hostile et nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, à ses droits ou à sa dignité. La violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire. L'inspectrice d'académie préconise des solutions pour l'éradiquer. Et qu'on crée un espace scolaire apaisé où c'est la paix, la discipline, la tolérance, la solidarité, des fondamentaux que nous allons mettre en avant. Certes, elle est souvent extrascolaire, ce qui amène les parents d'élèves à inviter les enfants à adopter de bons comportements à l'école. La violence, d'où qu'elle vienne, elle est reprochable. Elle est condamnable, d'où qu'elle puisse venir, du professeur, de l'élève, du parent d'élève, nous sommes non violents. Pourquoi autant de violence? C'est les parents qui laissent faire. Parce que si tu laisses ton enfant se connecter H24 sur des chaînes que tu ne peux pas maîtriser, il ne fait que copier. Dakar, avec ses 53 289 élèves, va adopter des modules pour sensibiliser les élèves sur les méfaits de la violence en milieu scolaire. Et puis, plus rien ne va à la faculté de médecine où les étudiants sont en grève depuis 72 heures. Un mouvement d'humeur qui se poursuit au lendemain d'une rencontre infructueuse avec les autorités académiques. Ces étudiants fustigent un manque d'infrastructures, un manque d'accompagnement dans le cadre de la préparation de leur stage dans les hôpitaux. Ils comptent déserter les cours jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Fatih Bintou Conté et Gervais Yao pour les détails. La faculté de médecine manque de tout. Pourtant réputée être la meilleure faculté en Afrique de l'Ouest, elle ne dispose pas de salles de cours suffisantes, entre autres mots que les étudiants déplorent. Aujourd'hui, rendez-vous compte qu'au niveau de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, les étudiants n'ont même plus la possibilité d'être dans une salle de cours correcte afin de pouvoir faire leurs études comme il se doit. Aujourd'hui, rendez-vous compte que des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie sont envoyés en stage dans les structures sanitaires à leur risque et péril. Parce qu'au niveau de ces sites hospitaliers, ils peuvent contracter toutes sortes de maladies, toutes sortes de virus peuvent les attaquer au niveau de ces sites hospitalières, alors qu'ils y sont envoyés sans couverture vaccinale au préalable. Aujourd'hui, rendez-vous bien compte qu'au niveau de la faculté de médecine, des étudiants, des docteurs qui, à l'issue de cette longue année d'études en médecine, peinent à avoir de quoi se payer le transport, ne serait-ce que pour se rendre dans les sites hospitaliers. Ces étudiants qui se sont réunis devant les locaux de la faculté disent en avoir fait état aux autorités qui font la sourde oreille. L'amicale des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie est une structure extrêmement responsable qui a toujours prôné la discussion et les solutions concertées. Mais il s'est arrivé que depuis le mois d'octobre 2020, nous courons et alertons l'autorité par rapport à ces difficultés. Mais à chaque fois, c'est des promesses à en finir. À chaque fois, les engagements que nous attendons de la part de l'autorité ne sont pas au rendez-vous. Sur la question des modalités de notification a reçu une satisfaction parmi les points de revendication. Heureusement que l'autorité s'est saisie de cette question et nous avons des garanties que cette question sera définitivement réglée pour le bonheur de tous les étudiants de cette faculté. Actuellement, ces étudiants en médecine ont déserté les amphithéâtres depuis lundi et ne comptent pas retourner en cours jusqu'à satisfaction de leurs revendications.
Respect des normes de construction. L'État veille au grain. Le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises a présidé ce mardi une rencontre avec le comité technique de suivi du secteur du fer à béton. Nous écoutons Aminata Assomdiata au micro d'Abdou Diouf Diagne. Le président de la République a donné des instructions au gouvernement du Sénégal de prendre toutes les dispositions utiles pour davantage renforcer le contrôle de la qualité des constructions, mais également des matériaux de construction. Il y est revenu à maintes reprises et le contexte que nous vivons, où nous voyons de temps en temps des bâtiments s'effondrer pour de multiples raisons, nous exige, nous, comité de suivi du secteur de ce matériau de construction extrêmement important, de nous réunir régulièrement. Comme vous le savez, il y a des normes de qualité qui sont fixées pour le fer à béton au Sénégal. C'est le comité qui nous permet de faire la surveillance du marché puisque une partie de ce matériau de construction vient de l'extérieur, une autre partie est produite localement. L'un dans l'autre, il y a des normes qui sont fixées qui doivent être respectées par le fer à béton. Celui qui a une longueur de 12 ne peut pas vendre au même prix que celui qui a une longueur de 11,80. 11,80 serait beaucoup plus compétitif que 12. Et à partir de ce moment, il y a une concurrence déloyale qui s'installe. Nous sanctionnons. Mais il faut avouer qu'avec les travaux du comité, ces cas de figure sont assez rares. Mais nous avons pensé, jugé utile, compte tenu vraiment du contexte et des instructions du président de la République que nous avons voulu exécuter dans les plus brefs délais, de réunir le comité de suivi. La relance du tourisme sur la Petite Côte, c'est ce que réclament les acteurs du secteur ayant subi la sévérité de la pandémie avec la perte de plus de 5000 emplois dans le milieu de l'hôtellerie. Eh bien, ces acteurs recommandent l'accélération des fonds destinés à réanimer ce secteur asphyxié par la Covid. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye font le point. Depuis la levée des restrictions d'entrée au Sénégal pour les ressortissants des pays de l'Union européenne, la Petite Côte commence à accueillir des touristes. Les acteurs de la chaîne de valeur se réjouissent de cette décision. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous l'attendions depuis mars 2020. C'est arrivé au bon moment. Parce que vraiment, les travailleurs du secteur de l'hôtellerie, que ce soit la chaîne de valeur, étaient tous dans la précarité. Et aujourd'hui, vraiment, nous avons compris qu'avec les nouvelles dispositions qu'ont prises l'État du Sénégal à travers le chef de l'État, le ministre du Tourisme, ce n'est que bénéfique au profit des acteurs touristiques. Le président du syndicat d'initiative du tourisme demande aux autorités d'accélérer la mise en œuvre des 150 milliards pour aider le secteur du tourisme et du transport aérien. Nous voulons une accélération donc, des fonds touristiques qui sont destinés à la réhabilitation, à l'accompagnement et au financement de nouveaux projets touristiques. Et ça, nous nous en réjouissons parce que le ministre du Tourisme tout récemment a déclaré lors de sa venue à Pointe-Sarène qu'il y avait en gros et pour tout 150 milliards destinés au tourisme. Les acteurs du tourisme veulent aussi que les autorités allègent les processus de régularisation afin de pouvoir réglementer le secteur. Nous félicitons la direction de la réglementation et nous voulions que ces contrôles inopinés puissent se faire périodiquement pour vraiment réguler un peu le système. Aujourd'hui, nous souhaitons qu'il y ait un allègement, une facilitation pour le dépôt des documents, pour que vraiment ça aille vite au niveau des agréments touristiques, au niveau des autorisations. Lors de cette pandémie de Covid-19, plus de 5000 personnes ont perdu leur travail sur la Petite Côte. À la une de l'actualité politique, Soham El Wardini, qui tient à sa candidature pour Taxawu Dakar, la maire sortante dit ne pas comprendre qu'elle soit déclarée forclose alors qu'elle a respecté le processus normal. Cet après-midi, des conseillers municipaux de la mairie lui ont réitéré leur soutien. Nous écoutons à ce propos Aminata Diallo, mais aussi la concernée, Soham El Wardini. Nous, membres de Taxawu Dakar, conseillers municipaux et sympathisants, réaffirmons notre soutien total à Madame le maire de la ville de Dakar, Soham El Wardini. Soutenons la candidature de Soham El Wardini à la ville de Dakar. Je suis dans une coalition et je respecte le processus qui a été mis en place. Moi, j'attendais une audition et je l'attends toujours. Ce qu'on avait commencé à faire dans les communes avec les différents candidats, c'est ce qui devait se poursuivre et finir par la ville de Dakar. Donc quand on parle de forclusion, moi je ne me retrouve pas. Revenons à la raison. Ce sont les disputes. Ce n'est pas prospère, ça ne va pas faire prospérer le pays. Nous sommes tous des citoyens
Nous voulons tous le bien-être de nos populations, nous voulons le développement de notre pays. Mettons-nous ensemble dans une concurrence saine et le meilleur gagnera au profit des populations. À Saint-Louis, c'est la guéguerre au sein de la coalition Yewwi Askan Wi depuis que le choix a été porté sur Abba Mbaye pour représenter la dite coalition. Une décision que le FSDBJ n'est pas prêt à entériner. Le parti de Cheikh Bamba Dièye récuse cette option et demande tout simplement l'annulation du procès verbal au moment où les partisans d'Abba Mbaye défendent la légitimité d'un homme de consensus. Ousseynou Diop et Habib Seck. Après l'Assemblée générale tenue par la commission départementale d'investiture de la coalition Yewwi Askan Wi de Saint-Louis, Abba Mbaye a été choisi comme candidat de cette coalition. Une décision qui irrite le FSDBJ. Ses membres contestent la proposition et réclament l'annulation du procès verbal. Nous voulons dénoncer cette campagne de manipulation de l'opinion publique, cette campagne de désinformation dans les réseaux et sur les médias que Abba est en train d'organiser et d'exercer. Et je pense qu'il n'y a rien de vrai dans ce qui se dit. La coalition Yewwi Askan Wi pour l'instant n'a rien décidé sur Saint-Louis. Du côté des Taxawu Sénégal qui soutient la candidature du jeune socialiste, les dés sont déjà jetés. Ils ont défendu la légitimité du candidat de cette coalition. Le porte-parole du jour demande au FSDBJ de se plier à la décision de la commission départementale. Sur les 12 partis, les 11 ont décidé d'accompagner la candidature. Et la charte de la coalition dit une candidature ne peut pas être contre tous. Donc, ceci exclut directement Bamba Dièye. Maintenant, il a aussi le droit de récuser, mais il se base sur on n'a pas le droit de voter. C'est un aveu de sa minorité. Cette guéguerre politique risque de faire fissurer la coalition Yewwi Askan Wi, minée par des querelles de positionnement. À Saint-Louis, chaque parti veut que son candidat soit investi et le défend à tout prix. Au niveau de Saint-Louis, n'ayant aucun argument devant Cheikh Bamba Dièye qui a été candidat à la présidentielle, qui a été plusieurs fois ministre, qui a été maire de Saint-Louis. Donc Abba est en train d'user de subterfuges, de manigance et de copinage pour essayer d'embrigader tout le monde et de manipuler l'opinion publique. Mais ça ne passe pas. Bamba Dièye, il ne fait pas de la politique, c'est la politique qui le fait. Parce qu'un parti qui ne massifie pas, qui ne fait pas de l'animation politique, qui ne fait pas du social et qui veut tirer sur tous les privilèges qui bougent, il faut qu'il arrête. La coalition Yewwi Askan Wi de Saint-Louis sera édifiée dans les jours à venir sur le nom de la personne qui dirigera sa liste majoritaire, un choix qui risque de porter un coup dur à l'unité d'action constatée depuis le début. À Matam également, la guerre des investitures fait rage dans ce département considéré comme un bastion de l'APR. En cause, les méthodes cavalières de certains candidats dont les souteneurs n'hésitent pas à introduire des listes parallèles pour en découdre avec leurs adversaires. Des adversaires qui, vous allez le voir, sont très souvent leurs propres camarades de parti. Ali Bandalignon. La manœuvre dans tous les sens dans les rangs de l'APR à Matam. Le choix des candidats a fini de diviser les responsables du parti présidentiel, considéré jusque-là comme la première force politique. À Ogo, en plus du ministre de la Justice, dont le choix est porté par l'APR, le maire sortant devra faire face à Amadou Abdoulaye Diop. Les militantes de Benno Bokk Yakaar de la commune de Ogo, conscients de la particularité et des enjeux des élections territoriales, investissons ce jour professeur Amadou Abdoulaye Diop comme candidat à la mairie de Ogo. À Ourossogui, tout comme à Matam, les maires sortants à la quête d'une réélection font face à une sérieuse adversité. C'est le cas à Boki Diawé, à Thilogne et même à Orefondé, où Djibissi est décidé à changer les donnes. Je dis tantôt que ma candidature est une demande sociale. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut le constater. Aujourd'hui, au niveau de la commune de Orefondé, il y a des milliers de jeunes et de femmes, des personnes âgées. Compte tenu à leurs yeux des nombreuses actions que je déploie sur le terrain pour faire face d'abord à la demande sociale et pour faire face surtout à... En Guidilogne, il faudra départager Sada Ndiaye, le maire sortant, Samba Gawlosek et même Baba Diallo, dont les partisans ont tenu une rencontre pour investir sa candidature. Convaincu que mon cher Baba Diallo est le meilleur profil pour la mairie de Guidilogne, nous demandons à son Excellence, mon cher Macky Sall, de le porter à la tête de la liste de la commune de Guidilogne comme candidat. Si les apéristes devront encore attendre le choix du président Macky Sall, d'autres responsables, eux, n'ont pas voulu perdre leur temps. À l'heure actuelle, les listes parallèles sont présentes dans toutes les communes du département de Matam.
Puis les investitures et leur lot de polémiques se sont également emparés de la ville de Ziguinchor où ce matin, les commentaires allaient bon train après décision du chef de l'État Macky Sall de porter son choix sur le duo Benoît Sambou, Seydou Sané au détriment d'Abdoulaye Baldé qui s'est dit trahi. Nous écoutons les réactions des Ziguinchorois au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Nous savons tous que choisir, c'est éliminer d'autres. Donc il a fait ça. Je pense que si les gens s'inscrivent dans une logique d'accompagner le président de la République, il n'y a pas à crier. Donc les gens doivent effectivement suivre son choix, respecter son choix et accompagner à la victoire finale. En tant que Ziguinchor, je pense que c'est une autre trahison de la part du président. Parce que je pense qu'il était lié au leader de l'UCS, Abdoulaye Baldé. Je pense que Abdoulaye Baldé a tout respecté jusqu'ici. Et je pense qu'en nommant Benoît et Seydou Sané à Ziguinchor comme tête de liste, je pense que le président de la République vient de signer l'arrêt de mort de la coalition Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor. Parce que quoi qu'on puisse dire, Baldé c'est l'incomparable à Ziguinchor. Il est dans son rôle parce qu'en réalité c'est le maire sortant, Baldé. Il est le maire sortant. Il s'attendait à être maintenu à la station. C'est ses attentes. Maintenant, le président de la République, je pense qu'il est le mieux informé au niveau de la coalition. Son choix n'est pas fortuit. C'est vrai qu'il est libre, il l'a dit hier, il est libre, mais trahison, je ne pense pas. Benoît ne fait pas le poids devant Baldé à Ziguinchor, ça c'est sûr. Seydou Sané, il est méconnu à Ziguinchor. Je ne pensais pas être le président du Casa Sport ne veut pas dire que tout Ziguinchor est derrière toi. Tout compte fait, ce qui doit préoccuper les uns et les autres, c'est l'intérêt des Ziguinchorois. Mais il faudrait que les politiciens sachent que le peuple est en avance sur eux. Le président a fini de faire son arbitrage. Maintenant, c'est au peuple de juger. Le peuple va viser, il va faire son discernement, voir quelle est la personne indiquée pour le développement de Ziguinchor. Allez, fini la politique. Nous parlons à présent de littérature. Morambi, le livre des ossements, une œuvre littéraire qui a valu à son auteur le prix Neustadt. Boubacar Boris Diop devient ainsi le premier Sénégalais à recevoir cette distinction destinée à consacrer, je rappelle, les romanciers, les poètes, mais aussi les dramaturges. Le Neustadt International Prize est un prix littéraire américain parrainé par l'Université d'Oklahoma. Plus de détails, c'est avec Chorombar Ndiaye. Une distinction de plus pour Boubacar Boris Diop qui va garnir sa collection déjà gratinée. Le romancier sénégalais de renom vient d'être sacré lauréat du prix Neustadt créé par l'Université d'Oklahoma et la Critic World Literature Today consacre les romanciers, poètes et dramaturges qui se sont illustrés. Cette année est la bonne pour Boris, qui, au-delà de ses multiples casquettes d'homme de lettres, est un romancier, dramaturge, essayiste et scénariste. Comptez bien, Boubacar Boris Diop, c'est 9 romans, 2 recueils de nouvelles, un théâtre, 3 essais politiques et un essai biographique. N'en jetez plus. Il a également une carrière journalistique riche de la fin des années 1970 au début des années 1990. Né en octobre 1946 à Dakar, Boubacar Boris Diop a été lauréat du Grand Prix du Président de la République pour les arts et les lettres en 1990. Il a également reçu le prix Tropique en 1997 et le prix Harold et Ethel Stelfox-Ben 2019. Aujourd'hui, Boubacar Boris Diop est le premier Sénégalais à gagner ce prix. Neustadt est le 27e sur le plan mondial. Félicitations à ce grand intellectuel Boubacar Boris Diop. Dans l'actualité internationale ce soir, la suspension du Soudan des instances de l'Union africaine suite au coup de force survenu ce lundi. La grande mobilisation de l'opposition contre la CENI récemment installée en RDC. Aussi, les accrochages entre groupes armés dans l'ouest de la Libye qui ont causé d'importants dégâts aux infrastructures de la principale raffinerie pétrolière du pays. Le récit de l'actualité internationale est signé Daniel Diouf. L'Union africaine suspend le Soudan de ses instances. Au terme d'une longue réunion, le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation a décidé de suspendre le Soudan jusqu'au retour au pouvoir d'un gouvernement de transition dirigé par les civils. Dans son communiqué final publié ce mercredi, le Conseil condamne fermement la prise de pouvoir par les militaires et rejette totalement le changement inconstitutionnel de gouvernement
qu'il qualifie d'inacceptable. Le Conseil demande au président de la Commission de l'Union africaine de dépêcher un émissaire à Khartoum pour engager un dialogue avec les acteurs politiques afin de restaurer l'ordre constitutionnel. L'Union africaine salue par ailleurs la libération du Premier ministre et demande la libération des détenus politiques, dont des membres du gouvernement renversés. En République démocratique du Congo, les opposants à la nouvelle commission électorale nationale indépendante, la CENI, appellent à une grande mobilisation le 6 novembre prochain, une mobilisation contre la dérive totalitaire en place dans le pays, selon eux. Les anti-Tshisekedi motivent leur appel par 5 revendications politiques et sociales. Ils comptent mobiliser contre l'actuelle CENI contestée, contre l'abrutissement des élèves, la paupérisation des enseignants, l'absence de l'autorité de l'État dans l'Est du pays, entre autres réprobations. Les autorités ne se sont pas encore prononcées sur cette annonce de leurs détracteurs. Et puis des accrochages entre groupes armés dans l'ouest de la Libye ont causé d'importants dégâts aux infrastructures de la principale raffinerie pétrolière du pays. Ces affrontements qui ont duré de lundi à mardi ont eu lieu autour du complexe pétrolier situé aux portes de la ville côtière de Zawiya. Là s'y trouve la seule raffinerie opérationnelle de Libye. 8 réservoirs de stockage, 5 réservoirs d'huile et d'additifs chimiques ainsi que le transformateur électrique alimentant la station principale ont été gravement endommagés à la suite de ces accrochages entre groupes armés. Ni l'identité de ces groupes, ni la cause des affrontements ne sont connus. L'actualité sportive nous mène à la rencontre de Sarla Silla, la seule femme entraîneur d'une équipe de football dans la région de Fatick. Elle est la coach de l'ASC Mindis de la commune de Fatick, une ASC qui participe au Nawetan. Originaire du quartier Ndiaye, Sarla Silla a été joueuse en équipe nationale de foot féminin avec plusieurs sélections. Le foot chez Sarla, c'est plus qu'une passion, c'est tout simplement une vie pour elle. Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey l'ont rencontré et signent ce portrait. Le capitaine de l'équipe fait le rappel des troupes à quelques minutes d'un match important. Sarla Silla, l'entraîneur, elle, supervise. Omar Ndour. Casquette bien vissée sur la tête, taille élancée, la trentaine, Sarla Silla, originaire du traditionnel quartier de Ndiaye, est la seule entraîneur d'une équipe de football dans la région de Fatick, une tâche qu'elle accomplit aisément. Mais c'est cette année que j'ai commencé à entraîner une équipe senior. En tant que femme, est-ce que c'est facile? Bon, c'est pas du tout difficile en fait. Ça dépend juste de la caractère et du... On est dans les matchs de poule. J'ai 3 matchs nuls et 1 victoire. Son travail de coach, c'est du sérieux pour elle. Des diplômes, elle en a eu au fil des années. Oui, j'ai eu des attestations, la licence D, l'initiateur en football. Je m'apprête à faire la licence C, premier degré. Quoi. Donc pour vous, le foot, c'est votre vie? Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. La jeune femme est avant tout une passionnée du ballon rond. Elle était joueuse en équipe nationale pendant des années. J'ai eu plus de 10 sélections en équipe nationale. J'ai eu ma première sélection en 2007. En 2007. Ouais. Donc le foot, c'est votre vie? Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, ça, c'est le foot, ça c'est sûr. Ouais. Moi, je jouais souvent avec les garçons, en fait, depuis toute petite. Ouais, je joue jusqu'à présent. Je suis au passé des Asseni, plus précisément à USPA. Sarla Silla, célibataire sans enfant, peut compter sur le soutien de sa famille qui ne cesse de l'encourager. Ils me comprennent. Ouais. Ils savent que c'est ma passion. Bon. Son objectif ultime, hisser le football fatickois au sommet. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, Mohamed Ali Mouba dans Soir d'Info. Il reçoit ce soir Amar Khan, secrétaire général du syndicat de l'enseignement professionnel et technique. Voilà, restez connectés avec les programmes de la télévision Futur Média. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. Merci.